Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un, c'est un de mes dadas. C'est que parfois, pour renouveler les grilles, il faut aussi renouveler les visages. Et c'est quelqu'un que j'aurais voulu vous présenter il y a déjà longtemps. Et j'en ai l'occasion aujourd'hui. Je le remercie d'être là. Il s'agit de Mickaël Parer. Mickaël, bonjour. Bonjour, merci à toi de m'avoir invité. Alors, toi, tu bosses, toi. Toi, tu bosses et puis tu as un parcours. Donc, si tu veux, je pense que certaines personnes te connaissent dans notre public parce que tu es disons, dans la génération des jeunes quinquas. Oui. Tu es parmi les intellectuels souverainistes, un de ceux qui publie le plus, qui a une œuvre vraiment construite sur des points clés à la fois de l'analyse d'actualité et de l'analyse sociétale et politique. Je sais pas, j'ai souvenant, je crois que tu as écrit dans certaines revues souverainistes. Je ne crois pas. Non, Non, on ne croit pas. Le, pas. c'est rouge, j'étais sûr d'avoir eu un article de toi dans le temps. Mais bon, si tu veux, moi, tu vois, moi je t'ai découvert principalement avec ton Démosthène et avec, sur lequel on reviendra plus tard, et sur un ouvrage sur Éric Zemmour, sur lequel on reviendra aussi plus tard. Mais moi, ce qui m'a tout de suite plu dans le personnage et dans ses yeux, c'est ta biographie. Donc, si tu veux, tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Oui. Et quand on s'intéresse au début de ta biographie, moi, je rappelle, on en avait parlé, c'est l'un de nos premiers échanges, c'est Édition libertaire. Oui, oui, tout à fait. Vas-y. Alors, ça, c'est un des grands classiques de la pensée nationale et souverainiste. C'est que nous avons eu des gens qui ont eu, non pas des conversions et encore moins des reniements, mais des évolutions de vie qui font qu'une part non négligeable de nos plus grands esprits sont passés à un moment ou à un autre par des branches que je ne qualifierais pas d'extrémistes, que je qualifierais de radicales, radicales étant en philosophie politique quelque chose de positif. Oui, aller à la racine À la racine des à problèmes. la racine des choses. Tu vois, C'est ça la question. tu vois, le Claude Rocher, on s'y installe, Emmanuel Todd, on s'y installe, Oui, oui. Jacques Sapir, Mao, Oui. enfin Trosco, Mao, il était dans un groupe mixte, Laurent Henninger, lambertiste. Donc, si tu veux, en réalité, c'est quelque chose qui arrive, enfin, qui n'est pas si peu courant. Mais je dois dire, premièrement, libertaire, c'est déjà moins le cas. Et surtout, avec une vraie carrière. C'est-à-dire, tu as publié beaucoup de livres doctrinaux chez les libertaires. Donc, tu as publié des écrits sur Proudhon, des écrits sur Rosa Luxembourg. Je crois que tu avais fait une histoire libertaire des femmes, si je me souviens, ou quelque chose comme Oui, ça. j'ai fait une histoire de la philosophie des femmes modernes. Des femmes modernes. Et avant cela, donc avant cet engagement-là, tu vas nous raconter tout ça. Bien sûr. Donc à la base, toi, tu es un passionné de philosophie. Voilà. Et comment la philosophie t'a mené chez les libertaires, Oui. et comment des libertaires t'es arrivé ici? Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est tout un trajet. Il tient beaucoup, pour une part, je pense, à l'évolution des conditions politiques. C'est-à-dire que moi, si tu veux, j'ai le sentiment, sur le fond, d'être resté le même. C'est vrai que je viens de la gauche radicale et finalement, en tout cas, je ne me vis pas comme une personne qui serait particulièrement, comment dire, qui serait devenue autre chose que ce qu'elle était au départ. Donc en fait, si tu veux, le schéma de pensée, la méthode d'analyse, la manière de voir les choses, demeure la même. Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé par écrire, dans une maison d'édition communiste qui s'appelait Le Temps des Cerises, où j'ai publié 2 ouvrages d'histoire de philosophie, 20 philosophes pour le bac et après, et puis Femmes philosophes, femmes d'action, qui est, à ma connaissance, la première histoire des femmes philosophes modernes qui avait été écrite depuis longtemps. Donc ça, si tu veux, ça vient du fait qu'au départ, j'ai fait des études de philosophie, et c'est dans le cadre de cette formation philosophique à la Sorbonne que je me suis intéressé à l'histoire des idées, et notamment à l'histoire des idées politiques.
Et comme du côté de ma famille, eh ben, si tu veux, les gens étaient de gauche, naturellement, j'ai rencontré des gens de gauche et donc des maisons d'édition de gauche. Et c'est comme ça donc que j'ai commencé par là. Et puis ensuite, je me suis, comment dire, j'ai pris mes distances avec la pensée communiste, on va dire autoritaire entre guillemets, même si c'était pas, comment dire, mon point de départ. Moi, j'étais plutôt, j'ai toujours été, je pense, un libertaire. Et j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelait les Éditions de l'Épervier et dans laquelle j'ai publié beaucoup de textes libertaires ou je dirais marxistes hétérodoxes. Tu vois donc Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht. J'avais sorti un livre qui s'appelait « À bas la guerre, à bas le gouvernement ». Et là, dans ce cadre-là, j'ai republié aussi mon histoire de la philosophie sous le titre « Comprendre les grands philosophes », qui aujourd'hui est disponible sous le titre « Ainsi pensaient les grands philosophes ». Et j'ai publié aussi une histoire de la philosophie des femmes. Je l'ai republié et j'ai continué comme ça mon trajet. Et pourquoi je me suis plus particulièrement reconnu dans la pensée libertaire, c'est parce que c'était une pensée de l'émancipation. Et je crois qu'aussi, si tu veux, l'émancipation individuelle comme l'émancipation collective, ça me semble être important parce que j'ai l'impression qu'on vit dans une société, j'avais déjà l'impression de ça quand j'étais plus jeune, et je l'ai toujours, on vit dans une société de plus en plus despotique, de plus en plus autoritaire, de plus en plus dure. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, ces dernières années, je me suis plus intéressé à la question souverainiste, c'est que j'ai compris et j'ai découvert, si tu veux, du fait de l'évolution des conditions politiques actuelles, que l'émancipation, elle passait par recouvrir la souveraineté au plan collectif, au plan national. J'ai fini par comprendre qu'on ne pouvait pas simplement plaquer un schéma, par exemple, de révolution sociale, de manière finalement assez artificielle, sur les conditions économiques et politiques actuelles, et qu'il fallait passer par une reprise en main du pouvoir souverain, donc du pouvoir politique. Et donc, je suis assez naturellement, mais on aura l'occasion d'en discuter, revenu ensuite aux références à la Révolution française, qui sont aussi, qui est mon grand dada, je dirais, de départ. Et donc, parce qu'on l'oublie souvent, mais les grands hommes de la Révolution qui datent, donc qui commencent en 1789 et qui se terminent en 1799, ben, tous ces grands hommes-là, en fait, sont des patriotes, ce sont des républicains radicaux, des démocrates radicaux, et on peut le dire rétrospectivement, ce sont des souverainistes, mais pour eux, c'est une évidence. Oui, bien sûr. Hein, c'est une évidence. Donc, si tu veux, la France est en guerre, le pays, comment dire, est attaqué, ils n'ont pas d'hésitation. Pour eux, il faut se battre et ils produisent les textes et les théories en s'appuyant sur les philosophes des Lumières pour justement mener ce combat. Tu vois, comme disait quelqu'un qui a été proche du cercle, qui nous a quittés malheureusement, qui était l'historien du droit Jean-François Giquel, réactionnaire comme souvent les historiens du droit. Et il disait, on peut dire ce qu'on veut de ces hommes, mais c'est quand même eux qui ont sauvé le pays. Oui. Car je rappelle quand même que la France est envahie, plus de 80% de son territoire est envahi, et c'est eux qui mettent l'ennemi dehors. Donc, si tu veux, tu étais socialisé dans ces milieux libertaires parce que ton évolution n'a pas dû... Non, alors ce qui s'est passé... Si tu veux, ça a été juste un éloignement et il n'y a pas eu de bruit de vaisselle ou il y a eu des séparations? Non, il n'y a eu aucune séparation. Il faut dire une chose, j'ai fait des ouvrages sur Proudhon, Bakounine, Kropotkin, qui je pense ont fait référence. J'ai écrit aussi un livre contre un auteur qui se disait libertaire à l'époque, qui est Michel Onfray, et un livre critique que j'avais appelé Michel Onfray, une imposture intellectuelle. Et j'avais publié le livre, il est aujourd'hui disponible sous le titre « Ainsi pensait Michel Onfray, réflexion sur une imposture intellectuelle ». Et en réalité, si tu veux, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans le mouvement libertaire, il n'y avait pas d'appétence particulière pour le dialogue autour de ce que j'expliquais. C'est-à-dire que je parlais de Proudhon, je ne trouvais pas de personne pour dialoguer avec moi sur Proudhon. Je parlais de Kropotkin, je ne trouvais pas de personne pour dialoguer avec moi sur Kropotkin. Ensuite, je critique Michel Onfray, qui à l'époque se dit, comment dire, philosophe libertaire. Et je vois que, bon, y a pas... Je propose dans la deuxième partie de mon livre une théorie que j'appelle le suranarchisme, que je refais reposer sur... à la base, je suis spécialiste en philosophie des sciences, donc sur un certain type d'analyse scientifique, d'extrapolation qu'on peut faire à partir de réflexions scientifiques et de méthodologie scientifique, et je me rends compte que personne ne veut en parler. Oui, au départ, je suis épistémologue.
Et donc philosophie des sciences, mathématiques, logique, biologie et comment dire, physique. Et donc je me rends compte en fait que personne ne veut dialoguer. Donc à la fin, quand tu parles et que tu as l'impression de parler dans le désert, si tu veux, eh ben, sans casser de vaisselle, tu pars tranquillement. Je veux dire, les gens ne veulent pas dialoguer, il n'y a pas de dialogue vraiment possible, il n'y a pas d'échange. Bon, tu te dis, bon, C'est très étonnant parce que Il y a pas de il y a un côté topique dans ton témoignage. Parce que, si tu veux, énormément de mecs brillants qui ont transité par des parts de la gauche intellectuelle, quelles que soient les parts d'ailleurs, hein, bien sûr. ont tous dit la même chose. C'est-à-dire que, parce que bon, tu as vu de la droite, moi en tant que Gaulard, je suis loin de un peu loin de tout ça, mais j'ai toujours été fasciné par la vision que les hommes de droite ont de la gauche. C'est-à-dire, premièrement, la gauche, c'est des gens qui gagnent toujours, tu sais, parce que c'est les fameux trotskistes infiltrés qui sont partout. Quand tu as vu de ce que c'est qu'une réunion du NPA dans un arrondissement parisien, citoyen, c'est quand même modeste. c'est modeste, c'est mené par une pauvre enfant en transition de genre. Enfin, si tu veux, on n'est quand même pas, tu vois, on n'est pas face on n'est pas face à la Wehrmacht, tu vois. Et donc, si tu veux, et que ils ont une vraie vie intellectuelle, etc. Et tous les mecs qui sont transités par là m'ont toujours dit, quand on transite par ces milieux-là, en dehors du caractère boboum, bourgeois, boboum, donc bourgeois boomer, pour reprendre l'excellente vanne du camarade Pierre Gentillet, en dehors de ce petit milieu microcosme culturel-là, qui sont quelques dizaines ou quelques centaines de lecteurs de Libération, en réalité, il n'y a pas plus de vie intellectuelle dans une part de Moi, la c'est gauche. ce que j'ai constaté. Mais si tu veux, c'est très drôle. C'est très drôle, mais c'est ça, on l'entend assez souvent. Je suis, et je dois te le dire, parce qu'il y a un point qui nous oppose tous les deux, Oui. c'est Michel. Oui. Parce que, si tu veux, je peux tout à fait comprendre qu'on soit en désaccord avec des points, ce qui est normal. Il a écrit une histoire de la philosophie, on est en accord, on n'est pas d'accord avec les angles, les auteurs, les machins, les trucs, ça, c'est pas un problème. Moi, si tu veux, moi aussi, il y a des auteurs, par exemple, moi, si tu veux, je suis comme Michel d'ailleurs, comme Michel Onfray, je suis normand. Je sais qu'il n'a pas d'appétence pour Alain. Oui. Il n'a pas d'appétence pour Alain. Moi, j'ai une grosse affection pour Alain. Oui. Parce que... donc, si tu veux, bon. Ensuite, moi, il y a une chose que je retiendrai toujours de Michel Onfray, c'est, au-delà des désaccords dans une grande famille de pensée comme la nôtre, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande famille de pensée souverainiste, c'est quand même nous qui faisons une part non négligeable de l'alterculture de ce pays, il est tout à fait normal qu'on ne soit pas une église. Ça, si tu veux, tu vois, il n'y a pas de credo, il n'y a pas d'orthodoxe, et donc il n'y a pas de dissident. Donc, et donc, il ne doit pas avoir d'esprit d'orthodoxie, tu vois, pour parler comme Grenier, tu vois. Ce que je retiens, moi, surtout de Michel Onfray, c'est le courage de l'homme et ce qu'il a permis à une partie de ma génération de faire, tu vois, Front Populaire, parce qu'on dit, c'est une grande revue, mais pas uniquement, tu vois, moi, ce que je dis souvent, quand je joue au cross de temps en temps, des gens qui sont allergiques à Michel, parce que des gens qui sont allergiques à Michel, il y a des gens qui sont allergiques à d'autres, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à ton serviteur. Oui. Donc, si tu veux ça, tu vois, les coups et les douleurs sont dans la nature. Mais c'est ce que je leur dis, vous savez, moi j'aurais aimé, quand je vois les gamins brillants qu'il a mis derrière lui et qu'il arrive à faire vivre, j'aurais aimé pouvoir monter quelque chose comme ça pour faire vivre les gamins. Lui, il l'a fait. Et pour ça, il aura mon éternel respect. Tu vois. Et avec moi, le sujet se positionnait. D'ailleurs, je dois dire une chose. J'ai écrit mon livre en 2013 pour le critiquer. Il est toujours disponible parce que je n'ai pas de raison de renier mes ouvrages. Mais à partir du moment, si tu veux, où après la critique que j'ai faite, je l'ai vu appuyer dans certaines directions qui me semblaient bonnes, notamment la défense des Gilets jaunes, un très bon livre sur George Orwell,
et où j'estimais qu'il abandonnait certains tics de pensée philosophique qui consistent à analyser la pensée d'un auteur uniquement à partir de sa biographie, par exemple. Et aussi à partir du moment où j'ai senti qu'il faisait un vrai chemin vers le peuple, alors qu'il me semblait qu'avant, il était beaucoup dans la leçon et je dirais l'hédonisme libertaire, en fait, beaucoup plus que dans l'engagement populaire. J'ai arrêté de le critiquer. Moi, il faut savoir, par exemple, que les gens de BFM TV sont venus me voir il y a 7 ou 8 ans pour me demander de participer à une émission pour le critiquer et pour dire tout le mal que j'en pensais. Et non, c'est parce que je l'ai vu, si tu veux, évoluer dans une direction d'engagement populaire qui me plaisait. Par ailleurs, il faut le dire, pour moi, si tu veux, le débat avec Michel Onfray se situait essentiellement au niveau méthodologique. Et il y a une chose qu'il faut dire quand on fait de la philosophie, d'une certaine manière, être philosophe, c'est aussi respecter les philosophes antécédents. C'est-à-dire s'inscrire dans une histoire de la pensée. C'est pour ça que j'ai écrit une histoire de la philosophie qui va de Thalès à Noam Chomsky. Et donc, il faut respecter les auteurs. Et si tu veux, j'avais vu dans certains de ses livres ce qui me semblait être un très grand manque de respect à l'égard de très grands auteurs. Par exemple, dans Cynisme, où il dit beaucoup de mal de Rousseau, de Hegel, de Descartes, en disant que ce sont des penseurs finalement pénibles, lourds, et enfin, finalement lourdingues, à côté de Cratès, le pétomane cynique, qui lui est la vraie philosophie. Donc si tu veux, quand tu as ma formation en historien de la philosophie, je dirais qu'il y a entre guillemets, une limite à ne pas dépasser. Et donc, si tu veux, quand je me suis rendu, tu vois, Tout à fait. et c'est comme ça que j'ai écrit mon livre. Et en fait, je ne l'ai pas écrit dans une perspective agressive, même si je pense qu'à l'époque, ça a été perçu comme ça, puisque j'ai même été exclu d'un salon. Il y a encore les images sur Internet. Mais je l'ai fait uniquement parce qu'il me semblait qu'il ne respectait pas un certain nombre de très grands auteurs, de très grands philosophes. Et pour moi, ce n'était pas normal. Et donc, si tu veux, comme il sortait le stylo rouge pour critiquer les grands auteurs, ben, j'ai sorti le mien, stylo vert, pour le critiquer lui. Voilà. Mais après, si tu veux, je suis d'accord avec ce que tu dis sur son engagement souverainiste, et je pense qu'il n'y a rien à dire J'ai plus du tout de vraie critique de fond à opérer sur ce qu'il fait, son travail. Je crois qu'il est très utile, en effet. Et si tu veux, tu vois, on va passer à ton œuvre tout de suite, parce qu'il y a vraiment des... Et je voudrais te poser une dernière question, qui est une question de méthode. Parce que pour que les gens comprennent bien pourquoi je les enjoins vraiment à découvrir tes travaux, on va entrer par ta méthode. C'est-à-dire, toi, quelle grille d'analyse utilises-tu? Bah, oui, à Grand grands traits, si tu veux. Bon, bien sûr, j'ai des philosophes qui m'inspirent plus que d'autres, mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, si tu veux, ça va paraître bizarre, c'est une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quand j'étudie la pensée d'un auteur, je mets de côté, justement, au contraire de ce qu'on propose dans les biographies intellectuelles existentielles, je mets de côté tous les aspects, tout le bruit, on va dire, médiatique ou biographique, pour m'intéresser à l'œuvre. Et je regarde l'œuvre avant de m'intéresser à l'homme, tu vois. C'est le contraire de la méthode de Sainte-Beuve, qui s'intéressait à l'œuvre à partir de l'homme. Moi, c'est plutôt la méthode de Proust. Donc, si tu veux, c'est contre Sainte-Beuve. Je m'intéresse en fait à l'homme, bien sûr, mais surtout à l'œuvre. C'est la biographie intellectuelle. Ce sont les textes. Je sais que, en tant qu'homme, si tu veux, en tant qu'individu, on a tous fait certainement, et on fera encore beaucoup d'erreurs. Donc, il y a forcément des problèmes dans une biographie. Il ne faut pas que ça empêche de lire le texte du philosophe. Et c'est ça ma méthode, et c'est ce qui m'a conduit à écrire donc cette grande histoire de la philosophie, je pense, en respectant la pensée de chacun des grands philosophes. Et ensuite, ça m'a conduit à m'intéresser à Éric Zemmour et à écrire donc ce livre dont tu parlais, Ainsi pensait Éric Zemmour. Alors, justement, on va... Ah non, parce que moi, c'est comme ça que je te découvre. Et oui, Je te découvre grâce à 2 écrits que j'ai trouvé remarquables, absolument remarquables, qui nous remet déjà des années en arrière. je te remercie. C'est Ainsi pensait Éric Zemmour et ton Démosthène. On terminera par ton Démosthène, parce que je pense vraiment qu'il y a vraiment quelque chose de séminal dans cet ouvrage. Et je me dis, parce que voilà, nos spectateurs le savent, moi j'étais embringué dans cette histoire, que je ne renie absolument pas. J'ai beaucoup d'admiration personnelle et intellectuelle pour Éric Zemmour, pour Sarah Knafo. Je regrette
Certains positionnements, c'est un état de fait. Je m'en suis expliqué. Aussi parce que certains de ces positionnements me sont revenus en pleine figure, pour une raison qui est assez simple. Hein. J'ai participé en première ligne à sa défense avec mon ami Charles Aslanguul, que je salue et qui est aujourd'hui un excellent maire. Et nous, on l'a payé, parce que quand à 22, 23, 24 ans, tu te prends la LICRA en pleine figure, ça tape fort. Hein, et puis à l'époque, M. Jakubowicz, ne fréquentant pas encore M. Lelandais, qui est devenu un de ses amis proches, il était en majesté, tu vois. Si tu veux, la légende disait qu'il pouvait aspirer tout l'air d'une pièce en y entrant. Donc, tu vois, comme dirait Charles Gave, il ne se prenait pas pour une demi-queue de cerise. Or, si tu veux, j'ai vécu cette horreur avec tous les camarades. On a fait venir, enfin, c'est moi qui gérais la logistique, donc j'ai fait venir 300 personnes en 3 jours à ce procès, et où là, j'ai vu la face de Méduse de la justice française, et je ne me rendais pas compte que pendant des années, on allait me poursuivre pour ça. Et j'ai vécu la diabolisation. J'ai vécu la diabolisation, qui est l'un des thèmes sur lesquels on va arriver tout de suite. Tout à fait. Et donc, si tu veux, et je voyais bien que le phénomène Zemmour était incompris. Alors, incompris de ses ennemis, ils n'ont peut-être pas non plus intérêt à le comprendre, mais incompris très largement d'une part non négligeable de ses soutiens. Et ça, c'était beaucoup plus problématique. À mon avis, ça a joué un rôle dans les problèmes de la campagne beaucoup plus tard. Or, c'est bien possible. Si tu veux, et je voyais les écrits sur Eric, il y avait des écrits absolument dégueulasses. Mohamed Sifawi, bon, petit télégraphiste, mon voisin, virgule, non content d'être zémouriste, virgule. Tu vois, tu vois, bon, toute la bande à Caroline Forest, hein, comme disait Guy Debord, de vrais journalistes de gauche. Il dénonce. Tu vois, ça nous rappelle les grandes heures de l'antiracisme, avec le fameux, qui était le personnage central, qui est un homme qui a existé, hein, qui était Didier Deninx, hein, celui qu'on appelait Didier Dénonce, et donc toute cette littérature flicarde, cafarde, le pire, Avernu universitaire, alors c'était Laurent Joly, enfin c'est tout l'amical de flic et simili-flic, mais de l'autre côté, tu avais des éloges que le personnage mérite en partie, mais tu vois, qui était un peu de style pompier. Oui. Tu vois, c'est... glorification. Tu vois, voilà, c'est une glorification, tu vois, tu te dis... Et là, je me dis, enfin un bouquin à niveau, d'ailleurs, qui est resté seul, parce que personne... je te le confirme, je te le confirme, et à partir de là, je t'ai suivi de loin en loin. Oui. Et suite à ça, ça va être notre premier thème, tu vois, je dis, et vous aurez les liens en description, tous les ouvrages sont accessibles sur plateforme, et tu as cet ouvrage-là qui est de la diabolisation. Tu vois, on va faire tout un tour de ton œuvre, et donc, si tu veux, parce que je pense que c'est celui qui suit le plus immédiatement, certainement pas en date, mais en thème, si tu veux. Et là, tu vois, nous avons parlé dans un entretien précédent, et je remercie encore de l'avoir fait avec nous, notre ami Régis Le Sommier, sur les diabolisations sur les scènes internationales. Là, tu vois, tu ancres sur le diable en politique, c'est-à-dire qu'on diabolise les peuples, les individus. Si tu veux, tu vois, c'est la question de Léon Poliakov, c'est la causalité diabolique, tu vois, c'est le diable est partout, en fait. Il faut le débusquer. Et si tu veux, pour toi, comment... Alors que la démocratie, nous sommes d'accord, c'est cet espace politique circulaire, en un sens, où comme le gouvernant doit se préparer à être gouverné, à redevenir un gouverné, le gouverné à devenir un gouvernant. Donc théoriquement, c'est un espace... qui devrait être relativement neutre. Si tu veux... En tout cas, où les gens se respectent. Ou si tu veux, on est obligé, on ne peut pas partir dans cet espace-là par, si tu veux, l'un est diabolique, et par effet de logique, si l'un est diabolique, l'autre est angélique. Forcément. Tu vois, c'est logique. Le diable, il y a le bon Dieu. Si il y a le diable, il y a le bon Dieu. Ce serait triste sinon. Et donc, si tu veux, alors qu'aujourd'hui,
pour l'avoir très modestement vécu, pour avoir vu des grands intellectuels que je respecte, certains que j'ai admirés, le vivre, si tu veux, si tu veux, alors tu me diras, l'époque des lynchages, les chasses aux sorcières, ça a toujours existé. Mais comment cette tendance à la chasse à l'homme qui est inhérente à l'être humain, hein, Hemingway Il y a une disait... agressivité Voilà. dans l'être humain. Tu vois, c'est ce que Conrad Lorenz. Tout à fait. Hemingway le disait, la seule vraie chasse, c'est la chasse à l'homme. C'est terrible. Comment les pensées républicaines ou les pensées démocratiques ne sont pas arrivées à s'en débarrasser pour toi? C'est vrai que c'est un des gros problèmes sur lesquels je réfléchis depuis longtemps. Je pense qu'il y a une persistance de mentalité superstitieuse. Je pense qu'il y a, si tu veux, la grande peur du Moyen-Âge. C'est encore là. Et on utilise beaucoup, justement, cette superstition qui est un petit peu aussi inhérente à l'être humain, qui a peur de son environnement, qui ne se sent pas en sécurité, pour désigner des boucs émissaires, pour essayer de renforcer son groupe à soi. Donc on désigne très vite des individus ou des groupes pour dire voilà, un tel est diabolique, ne lui parlez pas. Non seulement il ne faut pas lui parler, mais en plus il faut même l'éliminer socialement, il faut le faire disparaître. Et ça, je crois que c'est un gros problème. Et quand je me suis intéressé à Éric Zemmour, justement, c'était avec cette idée de regarder, comme je l'ai expliqué au départ, donc tu vois, cette méthode philosophique, mettre de côté tout le bruit médiatique, tout ce qui avait été fait dans les télévisions, tout ce qu'il avait dit aussi, tu vois, ou qu'on avait dit qu'il avait dit. Tu sais, il y a toujours le sous-texte. Voilà. Et Il n'avait peut-être pas dit, mais tout le monde l'a entendu. Mais tout le monde l'a entendu. La philosophie du soupçon. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, si tu veux, j'ai essayé de mettre tout ça de côté, justement pour ne regarder que l'œuvre. Et finalement, en lisant l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'il y avait chez lui, et ça, d'ailleurs, ça a peut-être un lien avec ce que tu disais sur sa campagne, il y avait chez lui, en fait, beaucoup de références républicaines, je dirais de gauche radicale. Par exemple, le fait qu'il se réclame toujours de Michelet. Michelet, c'est le grand historien républicain. Bien sûr. Or, dans Mélancolie française, il dit, par exemple, qu'il faut toujours revenir à Michelet. Bon, c'est pas particulièrement une phrase de la fameuse extrême droite dont on nous parle tout le temps, tu vois. Ces références, en fait, si tu veux, et d'ailleurs je pense, si on peut revenir là-dessus, je pense que ça l'a peut-être même un petit peu dérangé que je fasse le livre dans ce sens-là, c'est qu'en fait je montrais que ces références, pour beaucoup, étaient des références d'un républicanisme radical. Et comme il avait, lui, peut-être plus envie, si tu veux, d'attirer à lui un public et puis surtout un électorat d'une droite, peut-être plus conservatrice, tu vois, plus catho, on va dire. Eh bien, il a pas non plus fait de publicité pour le livre que j'ai écrit. C'est pour ça que, comme tu le dis, le livre est un petit peu seul, tu vois. Mais moi, j'ai pas abandonné cette idée qui est la mienne depuis le début, parce que moi, je me réclame de la philosophie des Lumières, qui est de mettre de côté tout ce qui est justement de l'ordre de la superstition. Le combat des grands philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, et c'est un combat contre la superstition. Donc on ne peut pas dire d'un côté, je refuse la superstition, je refuse les mensonges de la religion, hein, et de l'autre dire, finalement, j'utilise la manière qu'on a d'exclure, particulièrement la manière religieuse, si tu veux, et les tendances inquisitoriales. C'est pas possible. Si on dit qu'on ne veut plus de cette mentalité superstitieuse, il faut aussi l'abandonner en politique. Et je pense que c'est une des conditions, si tu veux, la lutte contre la diabolisation. C'est l'une des conditions pour retrouver le sens d'une démocratie vraiment souveraine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir dans le champ politique de vraie démocratie si on pense que la personne à qui on parle, c'est le diable. Bien sûr. C'est impossible. C'est impossible. Tu vois, tu as une expression de diabolisation pure, que d'ailleurs personne ne prend comme tel, c'est le cercle de la raison. Tu vois, quand Alaminck, qui est un ménate, exactement comme Attali, dans le système, ce ne sont pas des décideurs, ce sont des ménates. C'est-à-dire ce sont des gens qui facilitent des contacts et qui répètent ce qu'ils entendent dans des dîners en ville. C'est Dieu, ils organisent souvent le dîner aussi. Alors, ils organisent souvent le dîner, mais ça leur permet à la fois de pomper des idées, de pomper des cartes de visite. Ça sert avant tout à ça. Donc, si tu veux, ce qui ne fait pas d'eux des décideurs, parce que décidare, c'est trancher. Et donc porter sur sa tête le fait de décision. Jamais, ils le font toujours faire par d'autres, parce que le principe responsabilité, très peu pour moi. Donc, quand Alaminck crée le cercle de la raison, on s'en rend absolument pas compte, il fait le fantasme giscardien.
Le fantasme giscardien, c'était 2 Français sur 3. Alors, contrairement à ce que disaient les humoristes de l'époque, ce n'était pas une version, ce n'était pas une invitation à la pornographie. Hein, tu avais les fameux jeux de mots sur Giscard à 2 Français sur 3, Anne Sinclair à 7 sur 7. Hein, on ne sait plus quoi faire des parties fines. Ça, tu vois, c'est tout l'humour gras des années 80. Et en réalité, ce n'était pas ça. C'était quelque chose d'horrible. Quand De Gaulle parle à la France, il dit quoi? Il dit la gauche, ce n'est pas la France, la droite, ce n'est pas la France. Il y a la France qui est au-dessus de ça, de tout. Quand tu dis 2 Français sur 3, tu dis qu'il y a 2 Français sur 3 qui t'intéressent, et l'autre, c'est un canard boiteux. Bien sûr. Quand tu dis le cercle de la raison, il y a moi et mes potes Dans le cercle, et il y a toi derrière. En dehors du Il y a toi qui est en dehors du cercle, pas de bol pour toi. Et ça tombe bien que la circonférence, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui l'ai défini. Donc, Bien sûr. tu n'y seras jamais, sauf si je le veux. Bien sûr. Et tu vois, c'est le premier problème du débat démocratique, c'est que théoriquement, l'agora est un phénomène ouvert. Normalement, oui. Voilà. Or, là, tu as des gens qui Ils te laissent même pas arriver sur l'agora. Ils ne te laissent même pas arriver dessus. Non. Tu vois, tu as la marque maudite, et alors tu es bien sûr d'extrême droite. Bon, après chacun fait ça à sa sauce. Tu vois, si tu veux, on dit plus déviationniste, on dit complotiste. Ensuite, on dit populiste. Enfin, tu vois, c'est si tu veux, on essaye de varier tu vois, on fait le jeu on est fasciste. Ah bah oui, l'indémodable fascisme. Hein, si tu veux, il n'y aurait pas existé, il l'aurait inventé. Et la question, et ça on l'utilise très peu sur cet angle-là, c'est dans le phénomène de diabolisation, il y a un maintien du peuple en condition mineure. Bien sûr, c'est très important. Tu vois. Et ça, on ne le traite pas. On ne veut pas le traiter sous cet angle-là. Vous voyez, là, tu vois, je lisais M. Renaud-Dely. Donc, M. Renaud-Dely, c'est un Lucky Luke de la dénonciation, et il dénonce les gens plus vite que son ombre. Et il dit quoi? Présidentielle 2027, comme quoi, tu vois, monsieur voit large depuis sa fenêtre. Les ingérences russes, tu vois, qui arrivent déjà pour des camps. Enfin bon, très bien. Donc, ça veut dire une chose simple. Ils ne peuvent pas décider tout seuls. Ils sont manipulables. Ce sont de grands enfants. Coup de bol, nous sommes là. Question, comment on arrive à se sortir de... Tu vois, le terme est très laid, hein, mais je n'ai que celui-là pour l'instant. Tu vois, tu as quelque chose qui est comme ça en psychologie de l'enfant, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale. Tu vois, c'est-à-dire quand le parent coupe l'enfant du monde, et principalement de son deuxième parent, et devient un abuseur psychique. Tu vois. Alors, le parallèle est peut-être grossier, mais tu vois où je veux en venir. La question, c'est comment on peut se débarrasser de cette perversion politique et redonner au peuple la confiance dans le fait qu'il est adulte. C'est sûr, car aujourd'hui, les gens en doutent. D'abord, je pense qu'il faut démonter le mécanisme de la diabolisation. C'est-à-dire qu'il faut expliquer comment, en réalité, on manipule des affects et en vue, et quel est le but de cette diabolisation. Il faut expliquer aux gens ce qu'on fait avec eux. C'est-à-dire comment les médias de masse, se disent, voilà, là, nous avons un bon client, c'est un nouveau diable, c'est très intéressant. Et il faut faire 2 choses, à mon avis. Il faut à la fois être capable d'expliquer comment les médias mainstream, donc, hein, comme on les appelle comme ça, de grand chemin, pour être plus précis. Donc, comment les médias de grand chemin diabolisent les gens, comment ils font, quelle est la mécanique intellectuelle qui aboutit à la diabolisation. Et il faut aussi persuader la personne qui est diabolisée de la refuser. Parce qu'il y a aussi un autre mécanisme que j'explique bien dans de la diabolisation, c'est le fameux piège de Mitterrand, c'est qu'en fait les personnes diabolisées acceptent volontiers qu'on les diabolise. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où elles aiment jouer le rôle du diable. Et même, je dirais, elles en rajoutent dans le rôle du diable. Parce que le personnage archétypal de Jean-Marie Le Pen. Voilà. Exactement. Et là, si tu veux, je pense qu'il y a une très grosse erreur parce qu'en acceptant la diabolisation, on finit par accepter de salir la cause que l'on défend.
C'est-à-dire que ce que l'on prend soit en tant qu'individu, c'est-à-dire on devient puissant parce qu'on est le diable et on pense qu'on est de plus en plus intéressant parce qu'on est le diable, dessert énormément la cause derrière. Puisque derrière, en fait, si tu défends, par exemple, si tu citais Jean-Marie Le Pen, si tu défends aujourd'hui, par exemple, l'idée de nation, eh bien, à cause de tous les, comment dire, les propos extrêmes qu'il a tenus, si tu veux, on te rattache à ce qu'il a dit à ce moment-là et au fait qu'il a accepté d'être le diable médiatique pour des raisons qui sont en fait des raisons personnelles, de leadership. Et à partir de là, si tu veux, voilà, tu desserres ta cause. Et ce que je pense, c'est que beaucoup, en fait, à droite, par exemple, acceptent la diabolisation ou ne la rejettent pas parce que finalement, d'une certaine manière, ça les valorise. Et il ne faut pas l'accepter. Il ne faut jamais accepter qu'une personne te traite de fasciste. Il ne faut jamais accepter qu'une personne te dise que tu es d'extrême droite. Il ne faut jamais accepter qu'une personne t'insulte de manière générale, mais politiquement, parce qu'en plus, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc, en fait, il faut le refuser a priori. Et ça fait partie, à mon avis, des techniques. C'est-à-dire que si y a un débat démocratique possible, il n'est pas possible avec quelqu'un qui te traite de fasciste. S'il te traite de fasciste, il dégage. C'est tout. On t'objectera. Oui, mais à chaque fois que les gens essayent de se dédiaboliser, ils terminent plus bas que terre à ramper. Oui, mais ça dépend, parce qu'ils le font d'une... Non, en fait, ils n'acceptent pas vraiment de se dédiaboliser. Ils acceptent la publicité que leur fait la diabolisation, et ensuite, ils cherchent à en faire quelque chose. Mais ils cherchent à faire quelque chose avec ça en disant « Non, mais je ne suis pas exactement le diable qu'on a dit ». C'est pas ça. Il faut même pas accepter, si tu veux, qu'une personne puisse t'assimiler de près ou de loin à Hitler. C'est pas possible. Et ça doit être... il faut vraiment le refuser. Et je pense que ça a été d'ailleurs une partie, encore une fois, si on revient au livre sur Éric Zemmour, je pense que sa campagne, je pense que ça a été une partie de son erreur. C'est-à-dire qu'il a accepté le rôle de la diabolisation en disant « Mais oui, voilà... Oui, je peux endosser le costume. » En réalité, il faut le refuser. Encore une fois, a priori, il ne faut jamais tomber là-dedans parce que derrière, tu desserres ta cause. Et on le voit en réalité, toutes ces insultes qui sont prononcées contre les gens, elles salissent beaucoup. Et c'est le but. En fait, le but, si tu veux, c'est la lettre écarlate, hein, le roman d'Ophorne. C'est le but, on te met une lettre. Et cette lettre, elle scintille, elle brille, et il ne faut jamais qu'elle disparaisse. Donc toi, tu ne dois pas accepter même de la broder, de la mettre de la broder sur ta chemise. Tu dois le refuser tout de suite. Et je crois que ça, c'est quand même un des grands messages de mon livre. Et pour ça, mais bien sûr, ça suppose aussi une certaine rectitude, enfin, je veux dire, intérieure. Je veux dire, il y a un côté un peu martial, quoi. Bah, si tu veux, tu ne vois pas à quel point tu as raison, parce que d'un côté, il y a un phénomène politique. Il y a un homme politique qui se rattache beaucoup à ça. Tu vois, dont la démarche a été, par toute la droite à l'époque, je me rappelle, c'était infecte, absolument infecte, sa démarche n'avait pas été comprise, c'était Florian Philippot. On a dit Philippot a dédiabolisé le front, ce qui est un fait, en rognant sur des thèmes fondamentaux. Moi, j'ai repris toute l'histoire des thèmes fondamentaux. Philippot ne s'est jamais rogné sur le fond, sur aucun thème fondamental du nationalisme français. Aucun. Par contre, il a pensé une dédiabolisation, professionnalisation. C'est-à-dire la diabolisation est une barre de calife, il faut la refuser en sautant par-dessus. Par-dessus par la compétence. Oui, ça peut être une... Ses adversaires dans la droite, eux voulaient, et d'ailleurs ils ont fini par triompher, avoir une dédiabolisation en bourgeoisement. C'est-à-dire, nous acceptons d'être des petits diables, mais plus nous rapprocherons du sol, plus le système oubliera qu'il a le bâton et que nous avons le dos. Et aujourd'hui, tu as des gens qui ont renié à peu près tout, et qu'on diabolise quand même, et qu'on diabolisera à la prochaine élection présidentielle sans problème, alors que, objectivement, il n'y a plus rien à diaboliser, parce que pour la plupart, ils font la stratégie de la lave à Pompéi, tu vois, ils sont pris dans la lave, et ils jouent, méthode Squid Game, 1, 2, 3 soleil, donc le dernier qui les a vus bouger n'est pas jeune, et malheureusement, ça n'échappera pas à la diabolisation. Parce que... c'est aussi qu'ils n'ont pas été assez fermes au départ. C'est-à-dire que... Alors là, à leur décharge, ils ont hérité de la situation de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai, mais il fallait, je le dis bien sûr,
Moi, je ne suis pas dans la politique, si tu veux, donc je suis plutôt dans ce qu'on appelle la métapolitique, donc une réflexion sur la politique. Bon. Donc, je n'ai pas vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Donc, c'est toujours peut-être plus facile de parler comme moi, si tu veux, de l'extérieur. Mais moi, je n'aurais pas laissé, par exemple, dans un débat, un journaliste me dire vous êtes d'extrême droite. Je ne l'aurais pas laissé dire, par exemple, dans votre mouvement d'extrême droite. Je ne l'aurais pas laissé dire il y a quand même quelque chose de fascistoïde. J'aurais jamais accepté la discussion. La discussion, en fait, doit être refusée a priori avec toute personne qui cherche à te diaboliser, parce qu'en fait, derrière la diabolisation, c'est ce que j'explique aussi dans De la diabolisation, il n'y a pas simplement l'exclusion sociale, il y a éventuellement la volonté de te faire disparaître physiquement. C'est ce que j'explique avec Trump, par exemple, quand je prends l'exemple de Trump. C'est-à-dire qu'on commence par dire que c'est un fasciste, comment dire, et quelqu'un d'extrêmement dangereux, le nouvel Hitler, et juste après, tu vois des gens qui prennent des fusils à lunettes et qui tirent. Si Donc, tu veux, il faut faire... si tu veux, s'il est le mal, on l'élimine, et quand bien même on n'appelle pas à l'éliminer, on relativise le prix de sa vie. Exactement. Donc c'est très grave. Et donc il faut vraiment le refuser tout de suite. Donc tu vois, c'est ce que je dis. Il ne faut même pas en jouer. Il ne faut même pas l'accepter. Il ne faut même pas se dire « Ah, c'est marrant, on m'a diabolisé ». Oui, c'est parce que pour malheureusement connaître certains clubs de diabolisés, tu vois, j'en reçois à intervalles réguliers. Ils ont une... Et tu as raison, tu as peut-être raison. Parce que c'est une soupape psychologique de rire et de mettre à distance en disant oui, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que si tu le prends pour toi, tu sais, on veut pas s'en rappeler. Mais toi et moi avons connu cette époque-là. Dans les années 90-2000, on lynchait un intellectuel à 2 intellectuels français par an. Tu te rappelles? Oui, mais c'est une... Oui. Tu vois, tu te rappelles de cette mode dégueulasse, tout le monde y est passé, Yonnet, Taguieff, Michel Maffesoli, Régis Debray, et on ne s'en rend pas compte, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui ont été ruinés, il y a des gens qui ont été tués, tu vois. C'est très grave. Tu vois, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Alors on me dit, oh, c'était quand même pas grand-chose. Cet homme est mort. C'était, tu te rappelles, c'était le chanteur de nos grands-mères, Pascal Sevran. Oui. Tu vois, l'animateur de nos grands-mères. Oui. Bon, il était prix Roger Nimier de littérature, qui est quand même l'un des prix les plus durs à avoir, parce que c'est l'un des seuls où il n'y a pas d'entreléchage de maison d'édition. Oui. Donc, si tu veux, c'était pas un idiot. Il a eu une remarque sur l'irresponsabilité de certains peuples à faire trop d'enfants et à refuser de les nourrir, qui était une remarque peut-être violente. On l'a harcelé en 3 mois, il a arrêté de s'alimenter, il est mort d'une anémie progressive, il en est mort. Si tu veux, donc on ne se rend pas compte qu'on peut briser des gens, tu vois, et quand on s'en rend compte et qu'on le fait, c'est pire. Or, tu vois, suivons le fil de la diabolisation pour arriver à ses conséquences ultimes. C'est qu'à la fin, tu diabolises un homme, tu diabolises un courant, tu diabolises ses électeurs. Tu vois, là, aujourd'hui, on le voit, alors certes, de manière totalement anecdotique, ce n'est pas moi pour les diaboliser. Ces gens-là, je n'ai pas envie de les diaboliser, ils me font plus pitié qu'envie. Tu le vois dans plusieurs études qui sortent aujourd'hui par la gauche mélenchonienne, les gens qui votent RN le font uniquement par racisme. Ils n'ont qu'un seul atavisme, c'est le racisme. Ils n'ont pas de classe sociale, ils n'ont pas de problème de fin de mois, ils n'ont rien de rien, ils ont la haine. Point. Or, c'est moi, docteur en sciences molles, expliquer. Moi, virgule, docteur en sciences molles et grand inquisiteur. Voilà, si tu veux, grand inquisiteur en sciences molles, qui vais vous l'expliquer. Tu vois, ça me rappelle au procès Zemmour, on avait une doctoresse racisme de la HESS, qui était venue, alors la pauvre femme, personne n'osait, y compris l'avocat de Zemmour, qui est un mec remarquable, n'osait la contredire trop frontalement parce qu'elle avait une trachéotomie, elle était là avec sa bouteille d'oxygène. Donc, tu vois, si tu veux, tu vois, on avait choisi le cadre. Tu vois, en plus, elle a une bouteille d'oxygène qui couine. T'entends ça dans l'ancien palais de justice, pas le nouveau. Et tu vois, ça résonnait dans tout le truc. On se dit d'où ça vient. Et là, tu te retrouves dans le Caméléon avec le docteur Reins. Et on lui pose cette question extraordinaire, c'est Tubiana de la Ligue des droits de l'homme qui lui pose. Docteur, professeur, le racisme zémourien est-il pour vous, vient-il des années 30, est-il d'essence hitlérienne ou est-il juste le péniste? Et là, toute la salle, parce que
moi j'avais massé tout le monde dans la salle, donc il y avait une salle entièrement zémourienne, donc tu avais à peu près 100 places assises dans la 7e chambre correctionnelle, donc on avait 140 personnes dehors en permanence, et là tu as 100 personnes qui éclatent d'un rire gras, parce que face à ça, mis à part un grand éclat de rire, il n'y a rien à faire. C'est tellement outré. Tu vois, et là, elle a cette phrase, elle dit l'affiliation, le péniste est évidente, mais les racines des années 30 se sentent, enfin, et si tu veux, et l'avocat de Zemmour a ce mot à ce moment-là qui est génial, qui dit fasciste, le péniste, hitlérien, tant de grands mots pour un si petit bonhomme, et si tu veux, tu vois, c'est... Mais alors, il y a une chose qu'il faut dire là-dessus, par rapport à ce que tu dis, je trouve que tu donnes un excellent exemple, c'est que la première fois où il a été condamné, Éric Zemmour n'est pas allé jusqu'en appel et en cassation. Il a laissé passer la première condamnation. C'est là où nous étions. Et il a laissé passer la première condamnation, et en réalité, d'une certaine manière, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais accepter. Ça a été le point de départ, si tu veux, d'une validation de la thèse par la justice de la diabolisation. Tu vois, la justice vient en relais de l'accusation, je dirais, infamante de diabolisation, et l'erreur, ça a été de ne pas aller en appel, puis ensuite en cassation. Parce que je pense qu'il aurait gagné. Parce qu'en réalité, si tu veux, comme tu le dis, les propos étaient visiblement des propos outranciers, qui n'avaient aucun lien, si tu veux, avec ce qui... En plus, la gauche a toujours raconté qu'il avait été condamné pour l'affaire La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Pas du tout. Il faut lire la grosse, donc la décision de justice écrite. Pour cette phrase-là, il est relaxé. Il est condamné pour la phrase « ils ont raison ». Alors, parce qu'on lui dit... te rends compte, il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas de gens avec des airs avec certains types, tu vois, de sportwear, de machin, de prénoms, de trucs. Et Zemmour répond oui, ils ont raison. Et donc il est condamné pour provocation à la discrimination. Et à la haine. Tu vois ? Et parce qu'il aurait encouragé la discrimination à l'embauche. Mais ça n'aurait pas tenu en appel ou en cassation. Ça n'aurait pas tenu. Dans un jugement de droit. Tu vois, ce qui est le cas du second degré de la cassation. Et regarde à quel point ça a été ensuite l'élément sur lequel, d'ailleurs, aujourd'hui, même ceux qui ont compris qu'en réalité, il n'était pas celui qu'il disait, continuent de dire qui a été condamné. Et sur la fiche Wikipédia, on le met systématiquement. Donc, si tu veux, il fallait refuser tout dès le départ. Il ne fallait pas rentrer dans le jeu. Et je pense que c'est l'erreur de base. C'est l'un des autres thèmes de ton œuvre. Si on suit la file de la diabolisation, quand tu commences à exclure, à un moment vient soit le fait que celui qui est exclu du jeu politique, en plus ce jeu a un visage démocratique, donc il a une prétention légitime à y participer. Soit l'exclu dit, bon, ok, les systèmes de vote, ça a été inventé pour pas qu'on se foute des coups de gourdin. Donc, si tu annules mes votes, bon, je dois avoir encore un vieux gourdin dans la cave. Donc, c'est la problématique, qui est quand même la problématique une des plus importantes de toute la philosophie politique occidentale ces derniers 25 siècles, c'est la problématique de la guerre civile. Oui, c'est un... Tu as écrit un ouvrage dessus, ça s'appelle « Résister à la guerre civile ». Bien sûr. Donc, tu vois la DGR. Pour toi, la guerre civile, c'est un jeu de langage, c'est un risque réel en France, et si oui, tu la vois, comment pour toi ce risque se matérialise et unit qui à qui? Bien sûr, là, c'est vrai que c'est une question qui est bien sûr, comme toutes les grandes questions de philosophie politique, elle est compliquée. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que oui, je pense qu'il y a un risque à terme de guerre civile ouverte. Là, on est dans une guerre civile à bas bruit, une guerre civile latente, si tu veux, où on voit des gens se faire tuer, prendre des coups de couteau, par exemple. On nous parle de faits divers, hein. On ne veut pas nous parler de faits sociaux, alors que quand il y a une massification des faits divers, il faut suivre Durkheim quand même en sociologie, c'est qu'on est sur un fait général, et si on est sur un fait général, on est dans un fait social. Donc on peut pas prétendre comme ça qu'il n'y a là que des espèces d'épiphénomènes, c'est pas vrai. Il se passe quelque chose de grave. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, si tu veux, à cette guerre civile. Je pense que les attentats islamistes qu'on a vécus ces dernières années en sont une manifestation claire, tu vois. Je veux dire, c'est une preuve, un signe fort
de l'existence de la guerre civile. L'hyperdélinquance, l'hyperviolence, dont parlent beaucoup aujourd'hui de spécialistes, y compris de psychologues, de psychosociologues, c'est un phénomène aussi absolument déterminant. Et ce qu'on doit faire, si tu veux, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Résister à la guerre civile », c'est qu'on doit pouvoir, en dédiabolisant les personnes qui essaient de faire un constat objectif, justement, on doit pouvoir permettre de faire le diagnostic pour pouvoir en parler. Sans être accusé de faire le jeu d'eux, hein, ou d'être, je dirais, un suppôt de Hitler, tu vois, et de Mussolini. De Trump. Et voilà, c'est ça. Voilà la triade. Et donc, si tu veux, c'est ça qui est très important. On doit pouvoir faire le diagnostic. Et pour ça, il y a un combat, il y a une lutte idéologique à mener, qui est d'ailleurs celle que tu mènes, que moi je mène à mon petit niveau avec mes ouvrages, pour dire, en effet, là, on est en train de... On ne peut pas accepter plus longtemps que les faits soient niés, que la violence qu'on observe partout dans le champ social soit finalement mise sous le tapis. Il faut pouvoir la nommer, et ça suppose aussi qu'on arrête complètement de diaboliser ceux qui la nomment. On doit pouvoir dialoguer démocratiquement, parce que sinon, et c'est justement là, c'est le lien entre guerre civile et démocratie, c'est que si on n'arrive pas à dialoguer, pour trouver des solutions, on va finir par basculer dans la guerre civile ouverte. Oui, bien sûr, parce que si tu veux, Cicéron avait souligné l'importance de la reprise du langage face aux troubles civiques. Or, nous, si tu veux, tu as une accusation qui est lancinante par une partie de la gauche indigéniste, qui est toute personne qui parle du risque de guerre civile la souhaite. À titre personnel, pour avoir étudié beaucoup de guerres civiles et malheureusement pour avoir... eu des bilans. Oui. Si tu veux, quand tu travailles 20 ans sur la Yougoslavie, 20 ans sur le Rwanda, et que... Je veux pas sauter la guerre civile. Bah ouais. Tu veux, moi j'ai eu plusieurs camarades qui en sont des survivants, des traumatisés, des trucs qu'on n'imagine pas. J'ai vécu 3 ans avec les maronites libanais. Un mec qui a vécu la guerre civile, tu le reconnais physiquement. Oui. Tu le reconnais avec à cette main tremblante où il éteint une clope en allumant une autre, où tu vois bien les yeux qui chassent comme si il était encore à Beyrouth. Ouais. Et le mec, il va s'enfiler 5 clopes comme ça. Tu vois, en tremblant de la patte. Donc, si tu veux, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Tu vois, et souvent, ceux qui est à la marge des gens qui la fantasment, oui, d'accord, psychanalyse, psychiatrie, et surtout, truc de petit con, parce qu'au premier coup de pétard, ils seront tous dans l'avion. Or, la seule chose, c'est qu'on n'imagine pas ce que ça peut faire. Or, tu vois, et si tu veux, on refuse la verbalisation politique, et c'est ce refus de la verbalisation qui peut entraîner les actes. Parce qu'à un moment, si on n'a plus le droit de rien dire, un coup de poing dans la gueule, ça peut aussi partir, tu vois. C'est malheureux, mais pour toi, comment on en est arrivé, tu vois, parce que tu parles de l'influence d'une partie de l'esprit de Mai là-dessus, oui, tu vois. Vrai. Si tu veux, tu vois, et toi qui a connu ces familles de pensée, oui. Si tu veux, comment se fait-il qu'aujourd'hui, des courants socialisants qui furent, où on avait le droit de tout dire encore jusqu'aux années 80, sont aujourd'hui, tu vois, la gauche est souvent l'ombre de l'Église, mais là, elle est l'ombre de la Sainte Inquisition. Donc, si tu veux, comment on en est arrivé là pour qu'aujourd'hui, si tu veux, on finisse par rêver de violence juste pour qu'il se passe quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que je pense qu'ils ont récupéré une idée, je l'explique au début quand je fais la généalogie du concept de guerre civile dans Résister à la guerre civile, ils ont récupéré l'idée marxiste-léniniste de la guerre civile comme une guerre juste. C'est ce que dit Marx dans son ouvrage sur la guerre civile, il dit la seule guerre juste, c'est la guerre civile. Et ensuite, quand tu regardes les textes de Lénine, en 14, il dit « Je refuse absolument la guerre à l'extérieur, donc la guerre européenne. Nous devons cesser ce massacre, mais par contre, j'assume complètement la guerre civile, la guerre intérieure. » Et en réalité, si tu veux, c'est cette rupture-là
Elle est dramatique et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la gauche en fait a réactivé, si tu veux, le concept marxiste-léniniste de valorisation de la guerre civile que tu trouves donc chez les deux auteurs que j'ai cités, mais aussi chez Trotsky, dans Notre morale et la nôtre. Notre morale et la nôtre. Oui, il se réclame de la guerre civile. Et quand tu fais ça, si tu acceptes cette partie-là du logiciel, en fait, tu fais basculer ton camp qui se dit progressiste, qui se dit humaniste, qui se dit socialisant, qui se dit donc justement ouvert à l'autre, tu le fais basculer dans une logique ami-ennemi, c'est-à-dire on n'a plus d'adversaires. Comme en démocratie, normalement, on n'a que des adversaires, c'est-à-dire des gens avec qui on discute, avec qui on n'est peut-être pas d'accord, mais avec qui on va pouvoir trouver un terrain d'entente, ou des concurrents, mais on passe à un ennemi, donc une personne à abattre, une personne à faire disparaître. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, et j'explique dans ce livre, même si moi, à titre personnel, je suis un grand admirateur de Rousseau, j'explique que ce changement, ce basculement conceptuel sur la notion de guerre civile, c'est Rousseau qui l'a introduit dans le contrat social, puisqu'il y a une note du contrat social où Rousseau dit bon, la guerre civile n'est pas aussi grave que ce que l'on dit. Alors que dans tous les philosophes précédents, si tu veux, dans toute l'histoire de la politique, c'est un point permanent de toute la philosophie politique classique. Voilà, refus absolu de la guerre civile. Même, on peut par exemple interpréter la République de Platon, même s'il est c'est une utopie un peu idéaliste, mais comme un refus, si tu veux, de voir la cité athénienne s'autodétruire. Mais il prend, parmi les théoriciens du contrat, bien sûr, il ne faut jamais oublier que parmi les grands théoriciens du contrat social, tu as, et parmi les théoriciens de la souveraineté, tu n'as que des traumatisés de la guerre civile. Jean Bodin, traumatisé de la guerre civile, Thomas Hobbes, traumatisé de la guerre civile, John Locke, influencé par le fait de guerre civile, et quand les Anglais s'y sont mis, ils s'y sont pas mis à moitié. Or, tu as Jean Bodin, la doctrine, et pire que ça, le camp des politiques, la satire ménipée, le fait qu'une partie du camp catholique va entrer en guerre militairement contre la Sainte Ligue pour protéger l'unité nationale contre les divisions religieuses. Notre monde est né du refus de la guerre civile. Exactement. Alors là, la gauche, si tu veux, et ça c'est aussi une des raisons qui m'ont éloigné, si tu veux, de cette pensée-là, c'est qu'elle se réclame en fait de cette valorisation entre guillemets révolutionnaire de la guerre civile. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, pour arriver à réaliser ce monde formidable de demain, eh bien, il va falloir peut-être prendre le risque de tuer son frère ou son cousin. Et là, si tu veux, tu sens bien que le propos n'est pas acceptable. Tu sens bien, tu vois où on veut t'amener. Et ça, c'est pas possible. Mais toi, qui les a fréquentés, si tu veux, parce que moi, le fantasme de violence, sans vouloir, là, c'est un peu un almanach-verbo, mais le fantasme de violence d'un mec dopé au quinoa m'apparaît quand même, si tu veux, légèrement hors de propos. Mais quand ils y pensent, dis-moi. Non, mais attends, justement, je voulais ton avis. Sérieusement, quand ils y pensent, ils pensent sincèrement qu'ils vont y survivre ? Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu du suicide. Je suis d'accord avec toi. Non, tu as raison, tu as raison. Je veux bien qu'on me dise, ils vont nous mettre les masses islamisées dans la gueule. Je pense qu'ils y pensent aussi. D'accord, ok. Ils pensent sincèrement que... parce que après, il y a... à la libanisation de la France. Oui, voilà, la seule chose, c'est que... Parce que, si tu veux, il y a ceux qui vont être pour la pérennité. Imaginons le pire de ce scénario-là. Tu as ceux qui vont être pour la pérennité, quelles que soient leurs origines d'ailleurs, parce qu'on aurait des surprises. Tu as eux, dans une part du camp de la subversion. Tu as la masse qu'ils veulent utiliser, et en réalité par pure nostalgie d'indigénat. Parce que pour eux, utiliser les masses immigrées, il y a quand même un côté gauche-colo. Il y a un côté gauche-colo quand même. Hein, tu vois, mais admettons. Le problème, c'est qu'ils sont entre eux et nous. Or, il y a un seul point commun, peut-être, entre une partie des masses allogènes et nous, c'est que le type de vie décadentiste, non pas le socialisme en lui-même, contre lequel nous n'avons rien, mais le type de vie décadentiste qu'ils peuvent professer, nous révulse tous. Ils entendent réellement y survivre, et pire que ça, ils entendent surnager dans ce bordel. Je pense qu'il y a une valorisation, si tu veux. Elle est là, par exemple, dans le wokisme, qui est une pensée que je critique beaucoup. Il y a une pensée permanente de la polarisation entre les groupes.
hein, l'homme contre la femme, l'homme blanc, comment dire, le racisme systémique contre la personne immigrée, tu vois? Voilà, c'est ça, le pestiféré, tout à fait. Et en fait, si tu veux, tous ces couples dichotomiques, ils font partie de la pensée de la gauche qui se dit révolutionnaire et ça induit un certain type de comportement. Alors après, il est assumé ou pas. Par exemple, ce dont je parlais, c'est-à-dire en fait la valorisation officielle de la guerre civile dans la pensée marxiste, c'est quelque chose qui est rarement dit. Mais quand tu lis vraiment les textes, tu le trouves. Et pour moi, si tu veux, une des solutions pour justement rompre avec tout ça, c'est de valoriser, si tu veux, l'idée de l'unité du corps social. Et c'est pour ça que je suis revenu ces derniers temps à la Révolution française et à tout ça. C'est en fait revenir à ce qui peut nous unir. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous unir. Et justement, je crois qu'on est tous beaucoup plus proches les uns des autres qu'on ne le croit. Et on n'a pas besoin, si tu veux, pour avancer socialement, de se combattre frontalement comme il le propose en fait à gauche. C'est une vraie grosse erreur. Alors justement, je viens sur 2 de tes derniers ouvrages là-dessus, enfin, on fera la conclusion sous ton Démosthène. C'est justement, et c'est aussi ce que je trouve extrêmement intéressant dans ton travail, c'est qu'il y a aussi des voies de recours et de solutions, tu vois, parce que, si tu veux, comment dire, voilà, moi je suis, voilà, moi je suis pas spenglerien pour 2 ronds. La tendance à l'érotisation des ruines, qui est au cœur de toute une pensée de droite. Moi, je suis père de famille. Je n'en veux pas. Bah, non, c'est surtout, comme disait le général de Gaulle, je suis trop pauvre, je ne puis. Tu vois, c'est un loisir de riche, la décadence. Tu vois, Il ne faut pas s'y complaire. Tu vois, or, malheureusement, je crains qu'une partie de la pensée de droite s'y complaise beaucoup. Tu vois, et si tu veux, et ça se voit sur ce point central et qui m'intéresse particulièrement chez toi, qui est, tu vois, parce que si tu veux, tu vois, moi, il y a quelque chose que je ne supporte pas même pas de la pensée conservatrice, tu vois. Pensée conservatrice, tu vois, ça a pris en Angleterre parce que c'est une pensée qui est une dynamique évolutionniste de groupe, hein, c'est une pensée qui est liée à la propriété terrienne, ça prendra jamais en France pour des raisons historiques. D'ailleurs, il y a que des idiosyncrasies en France qui sont des vrais conservateurs. Tu vois, en France, on a eu des réactionnaires, ça c'est vrai. Tu vois, on a eu des Bonald, des Demestre, des comme ça, mais des conservateurs, tu vois, le pire qu'on a eu, et c'était pourtant à la base un homme de gauche, c'est Thiers. Bon, tu vois, c'est tu vois. Mais on n'a pas de, tu veux dire, on n'a pas de Burke, quoi. Voilà, on n'a pas de Burke, Oui. et on ne peut pas en avoir, on ne peut pas en secrétaire. Alors, le problème, tu vois, c'est que, si tu veux, on a tendance à, tu vois, à avoir tu vois, toute discussion avec les gens qui entendent, avec une partie des gens qui entendent, et c'est tout à leur honneur, remplacer le système qui nous détruit, commence par, alors ça c'était vous savez, tout est de la faute de Rousseau, tout est de la faute de la Révolution française, tout est de la faute du progrès, tout est de la faute de... Et puis à un moment, tu vois, tu tombes sur un vrai topic que les gens ne connaissent pas de la pensée de droite, et qui vient de la pensée pérennialiste, tu vois, de chez Evola entre autres, qui est de toujours aller plus loin dans le passé pour annuler le temps, comme si c'était possible. Et à la fin, tu termines en disant finalement, la féodalité c'était la droite, l'État c'est la gauche, tu vois, ce qui est au cœur de la pensée identitaire. Hein. Et après tu termines en disant, vous avez rien compris, le Kali Yuga en réalité commence avec Platon. De toute façon, à partir des Grecs, tout est foutu. Bon, ok. Donc maintenant, on peut aller picoler. Donc c'est fini. Le dernier qui sort éteint la lumière et on se barre. Tu vois. Le problème, si tu veux, c'est que quand t'as 3 gosses, tu te dis, on va peut-être arrêter les conneries là, tu vois. Penser de la continuité. Tu vois, parce que par exemple, on pourrait t'objecter le culte de l'individu, révolutionnaire, les droits de l'homme, les lumières, c'est tout ça qui nous a foutu dedans. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Alors moi, j'ai fait 2 bouquins sur cette question. Le premier, où en commentant la déclaration de 1789, chacun des 17 articles de la déclaration de 1789, je posais la question de savoir que reste-t-il de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et en fait, si tu veux, mon idée, c'est que ce ne sont pas, en fait, c'est pas la déclaration des droits de l'homme qui est en cause.
c'est pas non plus son esprit, c'est le fait qu'on a transformé cette déclaration des droits de l'homme, si tu veux, on a oublié du citoyen. On nous dit aujourd'hui... C'est la révolution de 1948. C'est ça, exactement. En fait, on nous tient un discours universaliste hors sol, et on oublie les droits du citoyen. Donc, alors qu'à l'origine, il y a marqué Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire... Le citoyen, c'est l'homme situé par rapport à la nature. Exactement. C'est l'homme qui appartient au corps politique. Et je pense que c'est là, c'est en revenant à l'idée de citoyenneté, si tu veux, qu'on peut à nouveau se réunifier. C'est pour ça, après, que j'ai écrit un ouvrage aussi sur la religion civile. Nous y venons. Qui est le livre, si tu veux, où j'essaie d'expliquer comment on peut dépasser tous ces antagonismes religieux qui sont à l'origine du choc des civilisations en imposant notre religion, en fait, en France, il faut le dire, qui est une religion dont personne ne veut parler, qui sort des textes de Rousseau, ça c'est la bonne partie, c'est l'héritage positif de Rousseau, qui est celui justement donc de la religion, en fait, civile, qui affirme, si tu veux, la supériorité et le caractère sacré de nos lois, et qui fait plier tous les particularismes et tous les aspects factieux qu'il peut y avoir dans une société, il y en a forcément, puisqu'il y a des groupes et tout ça, et qui les fait plier au nom de la République une et indivisible et de l'intérêt général. Et en fait, moi, je l'avais constaté comme professeur de philosophie, puisque j'ai été enseignant. Et si tu veux, j'avais remarqué que dans ma classe, moi, je faisais cours, si tu veux, quand j'expliquais les grandes notions de la philosophie, notamment de la philosophie politique, je leur expliquais toujours comment, dans la troisième partie, on finissait sur l'idée républicaine, Rousseau, quel que soit un peu le sujet, tu vois, de philosophie politique, je leur expliquais comment finir là-dessus. Et je pense que moi-même, j'incarnais un peu ça, si tu veux, ce côté démocrate radical et républicain dur. Et en fait, je me rendais compte que tout le monde dans la classe adhérait à ce discours. C'est-à-dire, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, en fait, ils voulaient entendre un discours martial, dur, sur, l'intérêt général, qui est l'intérêt national, qui n'est pas l'intérêt de l'humanité ou de la planète ou de la biosphère, mais l'intérêt de la France. La République française, c'est nous, vous en êtes des citoyens de la République. On ne va pas vous faire chanter nos ancêtres les Gaulois, ça c'est pas la peine de raconter ce genre de bêtises, mais par contre, vous êtes partie prenante d'un ensemble social, d'un corps politique souverain, et en tant que tel, vous pouvez vous pouvez conduire votre vie vous-même et trouver votre place dans cet ensemble, et vous pouvez réussir. Et ça suppose de rompre avec toutes les notions, de particularisme, des notions... C'est ce qu'on t'objectera, on te dira, mais comment le décréter face à des gens qui refusent l'héritage du peuple autochtone? En fait, il faut l'imposer. D'abord, il faut le revitaliser. C'est pour ça que j'ai fait tout ce travail sur les textes, sur les différentes déclarations des droits de l'homme. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas. On nous dit toujours, la déclaration des droits de l'homme, la philosophie des droits de l'homme, c'est une philosophie des droits. Mais tu as 3 déclarations des droits de l'homme. Tu as celle de 89, celle de 93 et celle de 95. Et dans la déclaration des droits de l'homme de 95, il est question des droits et des devoirs du citoyen. Il n'est pas simplement question des droits. Et quand tu regardes la déclaration de 1789, dans le préambule, on parle des droits et des devoirs. Ce qui s'est passé, c'est que la situation politique était tellement mouvementée qu'ils ont insisté beaucoup sur les droits. Mais la notion de devoir était partie prenante. Donc c'était déjà intégré dans le schéma. En fait, d'une certaine manière, il faut simplement accepter de l'incarner. En fait, il faut accepter de faire revivre cette idée. Et à partir du moment où il faut déjà commencer par l'enseigner. Parce que moi, je m'étais rendu compte quand j'étais enseignant que mes collègues n'enseignaient pas. Ils n'enseignaient pas, si tu veux, cette philosophie républicaine un peu troisième rep, de rupture, et ils n'enseignaient pas cette autorité. Mais en fait, les gens en sont demandeurs. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de l'autorité, de l'Europe, qui nous détruit. Ils ne veulent pas, des droits de l'autre en général, avec un grand A. Ils ne veulent pas des droits de la biosphère, si ça nie les droits du citoyen. Et nous, tout ce que nous avons à faire, si tu veux, c'est à mettre en perspective ces différentes exigences, parce qu'il y a des exigences écologiques, il y a des exigences sociales, il y a à partir de nos intérêts en tant que citoyens. Et si tu traites les gens comme des citoyens, tu retrouves toute la logique de l'intérêt national, de l'intérêt général, et tu sors en fait de l'ornière où on veut t'enfermer. Et tu dépasses même, d'une certaine manière, tu dépasses un peu le débat droite-gauche. Un peu seulement, parce que ça reste quand même une idée, si tu veux, cette idée ferme et... Aujourd'hui, elle est plutôt assimilée à la droite. Mais en réalité, tu le dépasses. Tu passes au-dessus, en fait, comme dans une troisième partie de dissertation. Tu dépasses, en fait, tu vois, et c'est ce que disait d'ailleurs Napoléon. Il disait ni bolet rouge, ni talon rouge, national. Et là, en fait, c'est ce qu'il a fait aussi, Napoléon, à sa façon. Oui, c'est ce que beaucoup de nos grands hommes ont.
on va y venir, mais là encore, je te titille un peu, mais c'est normal. Bien sûr. On te dira, le problème, c'est qu'une partie de gens qui sont aujourd'hui sur notre sol ont des logiciels qui n'ont jamais accepté la figure du citoyen. Tu vois, de cas typique, la citoyenneté, tu vois, si tu veux, faut bien rappeler que l'idée de citoyenneté porte tous les pays qui sont issus de la Grèce et de Rome depuis 25 siècles. Oui. Parce que c'est la meilleure part de l'homme, c'est une part de la part divine de l'homme, en fait, c'est un héros tombé à terre profondément pour les Grecs. Tu vois, c'est-à-dire que... Qui se relève aussi. Et qui se relève, bien sûr, mais tu vois, le grand héros, il va aller chercher la mort qui va lui donner l'immortalité, en fait, et le citoyen a cette petite part d'héroïsme à lui qui se manifeste dans son engagement civique au service des siens et de la cité. Or, cette idée-là a fait le meilleur de tout ce que les nations qui sont issues de la Grèce ont fait pendant 25 siècles. Et la disparition de cette idée-là, je le pense sincèrement, je ne suis pas le seul à le penser, un grand auteur américain l'a écrit récemment, et je pense tout à fait à raison, si cette idée-là venait à disparaître, l'Occident disparaîtra. Or, très nettement, parce qu'on n'a pas, c'est notre socle politique de base, tu vois. Bien sûr. Tu vois, l'Asie, il faut y avoir vécu, elle a un socle politique qui est autre, qui est à base de concorde plus que de citoyenneté, et qui repose sur une autre institution qu'est la famille. C'est différent, c'est un autre monde. Mais c'est un monde qui est miscible avec le nôtre. C'est-à-dire que la citoyenneté, et c'est pas pour rien que parmi les grands héritiers de nos révolutionnaires, tu as eu des hommes comme Sun Yat-sen, tu as eu tous les grands nationalistes asiatiques. Sun Yat-sen, c'est un élève de la Révolution française, hein, très nettement. Hein. Or, par contre, il y a des terres... Turcs aussi pour le... Hein, complètement. Mais il y a par contre des... Et bien sûr, toute l'Amérique latine. Donc, si vous voulez, il y a des idéaux miscibles. Il y a aussi deux terres où ça a été plus compliqué, qui sont une partie de l'Afrique subsaharienne en raison de l'importance de l'ethnie, qui n'est pas condamnable en soi. Et les gens vivent comme... Et ils ont fait de très grandes civilisations avec ça. Et le monde arabo-musulman, et je dis bien arabo-musulman, les Berbères, c'est un problème à part. Mais pour deux raisons, à mon sens, je peux me tromper, ça va vite, on peut aussi en rajouter d'autres, mais pour moi, deux raisons principales qui sont, un, l'omnipotence de la notion de clientèle dans la sociabilité arabe. Et alors tu me diras, elle a existé chez nous. Oui, mais un, elle a toujours eu mauvaise presse, et deux, nous l'avons lourdement... Enfin, si tu veux, on a combattu la féodalité en partie pour liquider ça. Hein. Or, chez eux, ce n'est pas du tout condamnable, et ce n'est pas une marque de supériorité. Chez eux, ça existe, et c'est important, et ça doit être pris en compte. Et deuxièmement, l'islam. Parce que l'islam a un rapport... L'islam n'est pas du tout une anti-politique, hein, c'est pas du tout ça le problème. Mais l'islam pense que toutes les questions politiques ont des réponses religieuses. Tout à fait. Tu vois, donc elle n'est pas la seule à le faire, Non. mais elle assume parce que elle est un droit politique universaliste. Tu as eu d'autres religions qui ont eu des droits politiques, mais des droits politiques fermés, ce qui rend quand même le problème plus facilement gérable. Or, d'où le fait que, tu vois, même les nationalistes arabes ont dû réécrire leur théorie dans le cadre de l'islam, ça se voit dans les écrits de Michel Aflaq et d'autres, et le problème, c'est que de ces bassins subsahariens et conditionnés par l'islam, fût-ce majoritairement des berbères ethniquement et culturellement, dont nous viennent une partie de nos immigrés. C'est-à-dire, comment faire naître à des gens dont toute la culture a refusé la citoyenneté telle que nous l'entendons. Je pense que la réponse, elle est simple. Il faut assumer, en fait, si tu veux, et c'est ce que je dis dans mon dernier livre, La religion civile 2.0, il faut assumer, en fait, nos textes, nos valeurs, et y revenir. C'est-à-dire que face à des gens qui reviennent, si tu veux, par exemple, tu parles de l'islam, il y a aussi l'islamisme, donc face à des gens qui reviennent à un Coran littéral, tu vois, et à certaines sourates les plus violentes, il faut affirmer. En fait, c'est ce que j'ai compris, si tu veux, au fur et à mesure de toute ma réflexion sur la religion. Il faut affirmer notre religion à nous, qui est une religion d'État, extrêmement dure, extrêmement sévère, qui plie en réalité tous les particularismes, et qui peut plier aussi le particularisme musulman, si tu veux, et l'islam, en le maintenant à sa place. C'est-à-dire, pour l'essentiel, dans la vie privée,
interdire toute forme de débordement dans le champ public et toute forme de manifestation extérieure dans le champ public. Pour ça, ça veut dire assumer, si tu veux, cette religion républicaine qui est là. Le problème, si tu veux, que tu poses, il est vrai, il y a des particularismes et des traditions, comment dire, historiques de ces peuples qui viennent d'ailleurs, mais si elles s'expriment, c'est parce que de notre côté, nos élites n'assument pas. Parce que les autres n'assument pas. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas? Ils marchent dans le mou. Ils marchent dans le mou, et ça j'en parle aussi dans la religion 2.0, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas? C'est parce qu'ils se sont convertis à une autre religion, qui est la religion de l'Europe, l'européisme. C'est-à-dire que comme ils ont abandonné la religion de la nation, qui est la religion républicaine, qui est la religion civique, qui est la religion des droits de l'homme et du citoyen, avec un grand C, eh bien, comme ils l'ont abandonné, si tu veux, et qu'ils sont passés à la religion européiste, ils ont en fait ouvert la voie à à l'émergence de ces particularismes dont tu parles, qui en réalité ne demanderaient qu'à se soumettre, et qui ne se soumettent pas uniquement parce que nous ne les assumons pas. Je veux dire, moi, le discours républicain dur, radical, révolutionnaire, je dirais un peu à la manière de Saint-Just, si tu veux, implacable, tu vois, ce discours, comment dire, très comité de salut public, hein? C'est ça que Thomas gagné. Tout à fait, excellent, tu as tout à fait raison. Eh bien, ces discours-là, je ne l'entends pas dans le champ public. Je ne l'entends jamais dans nos élites, mais parce qu'ils se sont convertis à une autre religion. Et du coup, ce qui est très grave, c'est qu'en plus, en se convertissant à cette religion, si tu veux, supranationale de l'européisme, ils ont en plus fait une boucle en s'alliant à l'islamisme. Bien sûr. Et là, on est face vraiment c'est ce que j'appelle l'emprise despotique dans mon dernier livre. C'est-à-dire qu'en fait, on vient à une situation, si tu veux, qui est celle d'avant la Révolution française, où tu vois renaître les féodalismes, tu le vois réapparaître, et tu vois une espèce d'attaque, en réalité, je dirais par en dessous et par au-dessus, par des élites supranationales qui se sont converties à autre chose, le monde, l'État-monde, avec on vise l'État mondial hein, face au Jacques Attali, qui gouvernera le monde. Hein. On a ça en point de mire, et puis par en dessous, on fait alliance avec les islamistes, ou en tout cas on les laisse prospérer, parce qu'on refuse de voir, si tu veux, le ferment de décomposition. Faire du gardiennage de population. Oui, c'est la idée de Sarkozy. On va mettre les banlieues en leasing. Évidemment. Ouais, voilà. Voilà. Bon, on voit à quoi ça a mené. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire... T'as ceux qui utilisent l'influence et ceux qui utilisent l'affluence. Tu vois, mais donc, sinon, nous revenons à ce logiciel-là, je peux te dire que je pense que la situation peut être reprise en quelques mois. Bien sûr. Quelques mois. Hein. Je ne parle même pas de... C'est étonnant parce que c'est à peu près ce que dit également quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un de mes anciens maîtres, qui est Xavier Hofer, lui qui est criminologue de métier. Oui. Mais parce qu'ils avancent dans le mou, et là où je pense que tu as tout à fait raison, et ça j'essaye d'en parler souvent dans mes communications, l'européisme a créé un sentiment colonial de l'élite française vis-à-vis de son propre peuple. Exactement. Et elle utilise les clientèles coloniales, tout empire colonial a utilisé les clientèles, et pour eux, l'islam, les bandes ethniques d'un point de vue général, sont des clientèles comme d'autres. Oui, ils en ont un peu peur quand même. Ils les flattent tout en les redoutant. Oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment ambigu. Tout en les redoutant, mais tu vois, c'est ce que j'avais fait remarquer, tenté de faire remarquer, malheureusement sans succès, des journalistes dits de gauche, qui d'ailleurs n'avaient peut-être pas intérêt à le voir. Je leur dis, vous savez, quand on voit les visages de la criminalité, où, même s'ils sont très représentés, il n'y a pas que des berrichons. Et voilà, on mésestime l'influence néfaste des Auvergnats. Mais, j'ai dit, en admettant la minorité de délinquants, non berrichonienne, vous n'avez pas, vous n'avez pas remarqué que parmi ces non-berrichons, je vois très très peu de borgnes, très très peu de manchots. Donc si vous voulez, ça veut dire quand même que y aurait-il un privilège gilet jaune à la bornitude et à la manchitude. Parce que si vous les combattiez comme vous nous avez combattus, nous aurions au moins dans les albums Panini du crime que constituent les photos de classe de nos centres pénitentiaires, où je rappelle en tout cas ce qui est le cas dans certaines de nos centrales, certaines allées portent des noms de villes étrangères parce qu'on y met les détenus d'une seule nationalité pour éviter les problèmes.
Ça c'est un truc que m'ont avoué certains matons, voilà où on en est, mais il y a très peu de bornes, il y a très peu de... Je pense, si tu veux, qu'entre les bandes ethniques et le mouvement social, l'élite française a fait son choix. Et aussi, sûr. tu vois, De toute façon, c'est clair, ils ont fait, moi ça je le dis souvent dans mes livres, je parle beaucoup des Gilets jaunes, ils ont fait tirer sur le mouvement social. C'est évident, et ils l'ont profondément blessé, parce qu'ils l'ont diabolisé. On revient toujours à ce... Hein, c'est-à-dire les Gilets jaunes étaient en fait des gilets bruns, donc on a pu leur tirer dessus au LBD 40. bien sûr. Ça c'est un point fondamental. Et ensuite, tu as tout à fait raison. Par rapport à ce que tu dis sur les prisons, peut-être que si les personnes qui, avant d'atterrir en prison, peut-être que si elles avaient rencontré vraiment l'autorité, la vraie, celle de la République française initiale, frontale, et je dis souvent implacable, sans pitié, enfin bon, il n'y aurait pas eu. Ils y seraient peut-être pas allés aussi longtemps pour des faits aussi graves. Plus culturellement parlant, En plus, ça, ils pigent. ils acceptent, tout à fait, tout à fait. Surtout si c'est, si tu veux, s'ils sentent que derrière, l'exigence qui est posée, c'est une exigence de justice. Mais une exigence de justice totale, implacable. Il y a un des livres de Proudhon qui s'appelle « De la justice dans la Révolution et dans l'Église ». Si tu veux, la justice, c'est pas quelque chose de secondaire. Là, en fait, on est face à comment dire, un pouvoir judiciaire qui... Bon, on parle de laxisme, moi je parlerais même de démission. Et puis pour une démissionnaire, comme tu dis, par rapport à certaines populations, parce qu'elles ont le droit d'eux, en fait, tu leur rends aucun service. Et par contre, si c'est des gilets jaunes, des gens qui viennent de province parce qu'ils ont 600 € par mois, là, tu lui mets 10 mois. Là, tu lui mets 10 mois. Retrouve le courage qui te manquait. Mais Et ils l'ont fait en Angleterre aussi. bien sûr, comment ne pas voir ça, si tu veux, tu vois, quand tu as vu les gangs ethniques pakistanais et quand tu as vu les pauvres mecs qui les ont insultés, tu vois, t'as eu des mecs... différence de traitement T'as eu des mecs incarcérés pour des tweets, enfin, si tu veux. Si tu veux, on a défiguré toute une tradition des pays occidentaux. On va conclure sur une dernière question qui me ramène à un des premiers livres que j'ai connu de toi, et qui aura été boucle, parce que alors certes, la notion d'hérédité en histoire des idées est très compliquée, parce que pour qui est chef d'école, faut qu'il y ait école, faut que l'école se reconnaisse en telle, faut que... Bon. Mais il y a la trace de certains grands hommes dans certaines pensées. Tu vois, Georges Clemenceau, on l'oublie, avait écrit un Démosthène. Oui. Et qui est un de ses meilleurs ouvrages. D'ailleurs, Clemenceau, écrivain politique, mérite d'être revu. Et il avait fait de Démosthène, à mon sens, à raison, l'un des pères du réalisme politique, c'est certain, mais de l'école républicaine telle qu'on l'entend. Et tu as fait un des premiers ouvrages de cette série-là, sur Démosthène, et ça nous renvoie à deux grandes figures. Parce que Démosthène, c'est deux choses. C'est le grand législateur. Oui. Grand homme politique. C'est le grand homme d'État. Et c'est en même temps le martyr de la liberté, parce qu'il va le payer de sa vie. Et ça nous ramène, c'est la vieille phrase de Périclès, être libre ou se reposer, à certainement un des grands duels qu'on oublie totalement, mais qui est vraiment la conclusion de notre sujet, qui est ce duel qui a structuré l'Occident, qui est entre les héritiers de Démosthène et les héritiers d'Isocrate. Tu vois, si tu peux revenir dessus et nous dire, si tu veux, qu'est-ce qui pour toi t'a attiré dans les grands enjeux qui en sortent, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce grand ancêtre, comme on dit en médiologie, salut l'ancêtre, disait Régis Debray. C'est vrai. Eh bien, ce qui m'a plu, il y a beaucoup de choses, mais ce qui m'a plu, c'est en effet le parallèle entre notre situation, si tu veux, d'une démocratie qui s'abîme, qui se dégrade véritablement, d'une république qui est en train de se décomposer, et l'apparition d'un grand empire. Donc c'est vraiment la situation historique dans laquelle se trouve Démosthène au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lui, il défend Athènes libre, de sa jeunesse, et puis voilà, de Périclès aussi. Et il se trouve dans la situation où il voit apparaître une figure impériale, qui est celle de Philippe II de Macédoine,
et il dit non. Bon, et il va écrire les Philippiques et tout ça. Bon, tous ces textes qui vont profondément, si tu veux, critiquer justement les tentations impériales, euh, comment dire, contre les tentations nationales, puisque lui, c'est un républicain, un démocrate qui défend sa cité. Et il va se trouver en effet en opposition à Isocrate, qui est un autre grand, un grand orateur grec, qui lui va dire ah, mais le choix de Philippe, c'est un choix d'unification, un peu comme on nous dit aujourd'hui, si tu veux, avec l'Europe. Faites confiance à l'Europe, l'Europe supranationale. La mondialisation, d'ailleurs, tu vois, elle n'est pas très loin. Tu disparaîtras pour ton bien. C'est ça, tu disparaîtras pour ton bien. Tu disparaîtras pour le mieux. Exactement. Et Démosthène s'y oppose au nom justement d'une certaine idée de la démocratie athénienne. Et je pense que dans ce débat, tu as raison, dans ce débat qu'il y a entre Isocrate et Démosthène, entre d'un côté donc Démosthène le républicain et le démocrate radical, le défenseur de son pays, et Isocrate qui s'illusionne en fait sur les bienfaits de ce que pourrait être un empire, de ce que pourrait apporter un empire, et la mondialisation qui va derrière, parce qu'après Philippe II, il y a Alexandre de Macédoine, et Alexandre de Macédoine, c'est déjà une première forme de mondialisation. Et donc, si tu veux, ce parallèle-là, il m'a beaucoup intéressé, et c'est vrai que je pense qu'il faut revenir à Démosthène. Il faut revenir au Démosthène républicain, et ça nous ramène aussi à la Révolution française, parce que les gens l'oublient souvent, mais dans la Convention de 1793, les statuts qui étaient autour de la Convention, c'était Solon, donc le fondateur de la démocratie athénienne, Lycurgue, donc le fondateur de Sparte, et Démosthène, le défenseur d'Athènes. Donc si tu veux, toutes les grandes décisions... Ou la phrase de Benjamin Constant, l'un des pères des libéraux français, « assez de Plutarque, assez de Lycurgue ». Bien sûr, parce que lui, si tu veux, il avait souffert de la radicalité de cette période, et il en fait une analyse qui paraît... Par certains côtés, on peut retenir des choses parce que c'est vrai qu'il y a eu des erreurs de fait, mais dans dans la puissance en fait, dans l'incroyable force qu'a dégagé ce moment révolutionnaire et République renouvelée, il y a un lien très profond avec la Grèce antique. Et ça, tout le monde oublie. On nous dit par exemple, tout le monde nous raconte que si tu veux que la Révolution française c'est la table rase, c'est faux. Tous les textes qui sortent, tous les hommes qui se sont engagés dans cette période se réclament de la Grèce. Donc particulièrement de Démosthène, bien sûr, mais aussi de Périclès, et de Rome. Donc si tu veux, l'idée de la vertu, l'idée du désintéressement, l'idée de la vertu républicaine qu'on trouve aussi chez Montesquieu, comme vertu politique, c'est l'idée du désintéressement, du patriotisme. Pour eux, c'était des évidences. Et ils les tiraient de leur version de thèmes grecs et latines. Donc si tu veux, c'est ça qu'on oublie. Et tout ce qui est dit sur la philosophie, la Révolution française comme table rase est faux. Moi, pour avoir lu beaucoup de textes de ces hommes-là et de cette époque, je peux te dire que c'est vraiment une grosse erreur d'interprétation. Et donc, ce que je propose d'une certaine manière, c'est en effet de revenir à tous ces grands auteurs, tous ces grands textes pour retrouver notre force. Parce qu'une de mes autres grandes thèses, c'est qu'en fait, les peuples tirent leur force de leurs textes initiaux. C'est-à-dire que c'est le caractère sacré du texte, le fait de le considérer comme sacré et de savoir le réinvestir, qui te donne la force nécessaire pour continuer. Pour, comme disait Spinoza, persévérer dans l'être. Et en fait, tu persévères toi-même en tant que peuple, tu ne peux persévérer que si tu sais te réclamer de tes grands textes. C'est pas en les effaçant et en les niant qu'on va y arriver. Et c'est vrai de tous les grands peuples, si tu veux. Il y a je donne beaucoup d'exemples dans l'histoire, mais c'est fondamental. S'il n'y a pas un grand texte derrière, dont on puisse se réclamer, qu'on peut reprendre, amender, discuter, tu vois, il n'y a pas de possibilité de continuer. Et donc l'exemple de Démosthène, c'est un exemple formidable. Et pour lui, au sujet de Démosthène, j'ai écrit 2 livres. J'en ai fait un qui s'appelle donc Démosthène, l'orateur patriote. Ça, c'est vraiment un texte de réflexion sur ces textes à lui, où je parle de Démosthène et d'Isocrate et tout ça. Démosthène et Philippe II de Macédoine. Et puis j'ai fait un roman aussi. Je me suis amusé un peu à le faire revivre comme personnage historique. Et là, j'ai appelé le texte Démosthène, le dernier orateur. Parce que c'est le dernier orateur libre de la cité athénienne. Et je pense que toute cette question de la liberté, c'est pour ça qu'on parlait de liberté tous les deux au départ, et c'est pour ça que je renie rien de l'engagement libertaire de départ, c'est que en fait, on revient toujours à cette question de la liberté. Si on n'est pas capable de la défendre, d'une certaine manière, on est foutu. Je veux dire, à la fois autant en tant qu'individu qu'en tant que peuple. On peut pas y arriver. Tendez les mains à vos chaînes, disait Bernanos. C'est ça, exactement. Et Marat disait de se libérer, libérons-nous des chaînes de l'esclavage. Et il avait raison.
Très belle conclusion, cher Michael. Tous tes livres seront en description. J'invite vraiment nos camarades à découvrir ton travail parce que chez les intellectuels souverainistes, dans ta part de génération, tu es l'un des plus productifs. Et je voulais que, notre toute petite place, qu'on le fasse savoir. Ah ben c'est sympa. Chers camarades du Cercle Aristote, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de nous soutenir, n'oubliez pas de mettre la cloche, n'oubliez pas de passer la vidéo, n'oubliez pas les Tipeee, les adhésions, et surtout de lire les bouquins. Je vous dis à très vite pour vous faire découvrir l'œuvre d'un autre camarade et je vous dis à très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.